Bonsoir à tous et bienvenue. Le séminaire gouvernemental a pris fin ce vendredi. Quelles sont les conclusions de ce colloque qui a vu la participation du secteur privé? Éléments de réponse dans ce journal. Elle tue plus de 400 000 personnes par an, dont de nombreux enfants en Côte d'Ivoire, pour lutter contre le paludisme, une maladie qui peut être évitée. Une vaste campagne de sensibilisation est annoncée. Et puis les funérailles du président Idriss Déby Itno au Tchad, en présence de nombreux chefs d'État, parmi eux Emmanuel Macron, le président français. Les travaux du séminaire gouvernemental pour définir les actions prioritaires du gouvernement Hachi ont pris fin ce vendredi. On va écouter les conclusions lues par le porte-parole Amadou Koulibaly. Les travaux ont été marqués par la session intergouvernementale et par la session avec le secteur privé. Les travaux de la session gouvernementale se sont articulés autour des communications des membres du gouvernement et des échanges. S'agissant des communications, chaque membre du gouvernement a présenté les actions et les activités prioritaires couvertes par le budget 2021, celles non prévues et les propositions d'aménagement budgétaire souhaitées. À l'issue des travaux de la session intergouvernementale, les projets envisagés pour 2021 portent notamment sur les priorités suivantes. Au titre de la coopération, de la défense et de la sécurité, le renforcement de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme transfrontalier, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel diplomatique et du corps préfectoral, l'intensification de la diplomatie économique aux fins d'une meilleure mobilisation des investissements étrangers, au titre des infrastructures, l'accroissement de la production d'eau potable, le démarrage des travaux de renforcement de la route Abidjan-Grand Bérébi dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, l'intensification de la lutte contre l'orpaillage clandestin, l'accroissement de la production gazière pour les besoins de la production d'électricité, la réalisation de 200 000 branchements dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Et puis la troisième et dernière journée de ce séminaire, dirigé par le chef du gouvernement, a été consacrée au secteur privé. Objectif à redynamiser la collaboration afin d'accélérer la transformation de l'économie ivoirienne. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Le secteur privé ivoirien vaut plus de 2/3 des investissements et produit 80% des emplois. Il constitue le principal levier de création de richesses, selon le Premier ministre Patrick Hachi, qui consacre la troisième et dernière journée du séminaire gouvernemental au secteur privé. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'insuffler une dynamique nouvelle de collaboration qui devrait accélérer la transformation de l'économie ivoirienne et réduire la pauvreté dans les 10 années à venir. Nous avons tous ensemble accompli d'importants progrès, mais notre ambition de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer la classe des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure d'ici à 2030 exige de maintenir durablement un taux de croissance économique élevé et de créer plus de 8 millions de nouveaux emplois sur la décennie qui vient, pour insérer socialement l'extraordinaire croissance démographique de notre population active. Cela nous commande, État et secteur privé, d'aller donc encore plus loin et encore plus vite. Ce dialogue franc et direct est une première selon le président de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. De mémoire d'opérateurs économiques, c'est en effet la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une journée entière est dédiée aux échanges entre le gouvernement et le secteur privé. En associant le secteur privé à ce premier séminaire gouvernemental de l'année 2021,
et en lui consacrant toute une journée, vous renforcez notre conviction qu'un changement effectif d'état d'esprit et de démarche opératoire en matière de promotion du secteur privé et de l'entrepreneuriat national est désormais en cours. Nous l'appelions de tous nos vœux et nous sommes particulièrement heureux d'apporter notre modeste pierre à ce nouvel édifice en construction. La Côte d'Ivoire a une économie dynamique qui a montré une forte résilience face à la pandémie à coronavirus, avec une croissance positive d'environ 2%, alors qu'elle en attendait 7%. Cette année 2021, elle remonte la pente, avec des prévisions de 6%. En 2020, 1316 personnes sont décédées après avoir contracté le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il est possible de l'éviter en suivant les mesures de prévention, notamment l'usage de la moustiquaire imprégnée. Elle sera distribuée à plusieurs ménages au cours d'une vaste campagne de sensibilisation qui débute dès ce dimanche. Timé Danger, Fulgence Kissiedou. Maladie infectieuse grave, le paludisme a fait en 2020 en Côte d'Ivoire 1316 morts. Cette année 2021, la situation épidémiologique reste préoccupante, avec un nombre toujours élevé de malades. Cocody Riviera Palmeret, dans ce centre de santé de premier contact, les chiffres restent crescendo. Ici, par mois, nous avons entre 1000 à 1500 cas de paludisme. Et il y a beaucoup de cas de paludisme au niveau des enfants. Le cadre supérieur de la santé s'inquiète de l'état des lieux. Même disposition d'esprit au poste de garde de la maternité. Là encore, le décor planté n'est pas reluisant, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans. Qu'est-ce qui favorise la hausse des cas dans cette commune huppée du pays ? Les moustiquaires sont utilisés à d'autres fins. Il faut vraiment sensibiliser la population par rapport à l'utilisation des moustiquaires. Et puis, il faut sensibiliser aussi la population à ne pas chasser les agents. C'est vrai, il y a l'insécurité, mais quand l'agent vient avec un badge et tout, et qu'il y a une campagne de sensibilisation qui passe au niveau des chaînes de télévision, il faut vraiment laisser ces agents-là. Les gens pensent que les climatiseurs suffisent. Quand même on envoie les ASC, les agents de santé communautaire dans les ménages, ils les refoulent, soit disant qu'ils sont protégés parce qu'ils ont des climatiseurs, alors que le climatiseur n'arrête pas les moustiques. À l'échelle nationale, la question préoccupe. Pour y faire face, le gouvernement prend plusieurs mesures. Le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes resteront gratuites dans toutes les formations sanitaires de notre pays. Les enfants de moins de 5 ans, vivant dans les villages situés à plus de 5 km des centres de santé, continueront d'être pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. Les actions de lutte sur le terrain ont permis de baisser considérablement le nombre de morts. Il est passé de 2332 cas en 2017 à 1316 l'année dernière. Pour le ministre de la Santé, il importe de garder le cap pour accroître les acquis. J'insiste sur la nécessité de continuer à utiliser la moustiquaire, même si votre domicile est pulvérisé. C'est le lieu d'inviter toutes les composantes de la population ivoirienne à traduire en actes le thème de cette année, Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. J'exhorte donc toute la population ivoirienne, non seulement à dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, mais aussi à détruire tous les sites de reproduction des moustiques responsables du paludisme. Au four et au moulin sur le terrain, les professionnels de la santé abondent dans le même sens. Au niveau de la Palmeraie, on attend toucher 15 000 ménages du moins. On fait appel à la population. Le paludisme est réel, il tue plus que les autres maladies. La 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre la 3e grande endémie dans le pays se tient ce dimanche 25 avril à Divo. Elle va être marquée par le lancement de la campagne de distribution de 19 millions de moustiquaires imprégnés aux ménages. Toujours dans la santé, la surdité est le handicap le plus fréquent chez l'enfant. Environ 200 000 en souffrent en Côte d'Ivoire. Pour donner une chance à ces enfants de pouvoir entendre, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville s'est spécialisé dans le domaine. Un leadership salué ce vendredi par des experts français. Timé Danger,
Fulgence Kissiedou. Hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Un bloc chirurgical pédiatrique est en place. À l'intérieur, des spécialistes européens, partenaires de l'établissement sanitaire de Pointe, s'affairent à mettre un implant cochléaire. Plusieurs autres enfants souffrant de cette pathologie vont être soulagés. À l'initiative de la direction de ce hub sanitaire, ils vont recevoir des audioprothèses et un plan cochléaire au terme d'opérations chirurgicales supervisées par ces experts européens d'ORL. Bien avant, réunis à la faveur d'un symposium sur la surdité profonde chez l'enfant, ils saluent la clairvoyance et le leadership de l'hôpital dédié au couple mère-enfant. L'encadrement de l'hôpital mère-enfant nous met dans des conditions parfaites, justement, d'un côté, opérer et implanter les enfants, et de l'autre côté également, utiliser cet encadrement pour justement avoir cet échange scientifique également avec des experts et professionnels de la Côte d'Ivoire. Il faut féliciter bien sûr le pouvoir politique d'avoir créé ce petit bijou ici au sein de l'Afrique. Voilà, donc je suis un petit peu jaloux d'ailleurs quand je vois les moyens dont vous disposez ici, alors que ceux que j'utilise à Paris ne sont pas toujours aussi sophistiqués. La surdité infantile est une problématique qui a déjà fait l'objet de 3 sessions de formation au sein de l'hôpital mère-enfant. Le transfert de compétences, à en croire la directrice médicale et scientifique, est alors en bonne voie. In fine, les malades et leurs parents n'auront plus à perdre espoir et pourront désormais sourire. Maintenant, l'espoir peut revenir. Les patients et leurs familles ont le droit de rêver parce que cette chirurgie, cette prise en charge est en train de s'implémenter dans nos pays. Notons que l'implant cochléaire est le seul dispositif médical qui peut remplacer un sens humain. Ceux qui le portent, au terme d'interventions chirurgicales, bénéficient d'un son acoustique presque naturel. Les malades, en particulier ceux des milieux sociaux défavorisés, pourront bénéficier de cette solution auditive innovante que l'HME et ses partenaires permettent de mettre en place. À la suite de l'incident survenu à la centrale de production d'Azito, entraînant des coupures intempestives de courant dans plusieurs communes abidjanaises et de l'intérieur du pays, Thomas Camara, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, s'est rendu sur place. Objectif, s'imprégner des installations et mieux comprendre les récentes perturbations. Salif Yalekoué, Kim Eric. Ce vendredi, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, était dans les locaux de la centrale de production d'Azito Énergie pour sa première sortie. Les récentes coupures d'électricité motivent cette présence. Entouré de tous les acteurs intervenant dans l'électricité, l'hôte d'Azito a passé au peigne fin les différents compartiments de la maison avec des explications de ses premiers responsables. Le premier objectif de cette visite, c'était de m'enquérir de la situation de cette grosse machine. Et nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos. Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir du manque d'électricité pendant cette période-là. Les équipes ont été instruites pour intervenir nuit et jour, 24 heures sur 24, de sorte à limiter l'indisponibilité de cette grosse machine et à faire en sorte que les populations ne souffrent pas. C'est rassuré que le ministre en charge de l'énergie a quitté les locaux d'Azito. Dotée d'une puissance de 435 MW, elle est l'une des centrales électriques les plus puissantes, modernes et performantes d'Afrique de l'Ouest. Je vous en parlais hier, ce grave accident de la route survenu à Oundotré hier jeudi avec un bilan de 10 morts et 11 blessés. Ces derniers, transférés dans une clinique de Yopougon, ont reçu la visite de la ministre en charge de la solidarité à leur chevet afin de leur apporter réconfort et soutien financier. Yeli Traoré, Daouda Sangaré. 8 des 11 blessés du terrible accident du carrefour Oundotré, qui a également fait 10 morts, ont été évacués dans une clinique de la commune de Yopougon en vue de leur prise en charge sanitaire. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendu au chevet de ces personnes dont l'état ne suscite heureusement plus d'inquiétude. Parmi les 8 blessés, nous comptons 2 dames. Et parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins
vraiment plus poussées, parmi lesquelles il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocody pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Le ministre a effectué un tour des chambres hébergeant les personnes blessées avec un mot pour chacun d'eux et remis en guise de solidarité une somme de 150 000 francs à chaque blessé. Nous sommes venus nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite leur présenter nos vœux de prompt rétablissement. Et hier, nous avons appris la triste nouvelle des 10 de nos frères décédés dans cet accident. Donc aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances. Nous leur assurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux. Pour rappel, ce jeudi 22 avril 2021, aux environs de 5h30 du matin, un accident de la voie publique au carrefour Ndautré sur l'axe Yopougon-Abobo a fait 10 morts, 11 blessés, dont 5 cas graves, ainsi que d'importants dégâts matériels. Pour susciter des vocations dans les métiers du génie civil, un secteur encore très masculin, des jeunes filles de lycées d'excellence ont effectué une visite découverte sur le chantier du 4e pont d'Abidjan. C'est en présence de Tiemé Danger et Mathurin Badé. 4e pont d'Abidjan. L'ouvrage d'art en construction depuis 2019 reçoit des visiteurs particuliers. Les élèves en fin de cycle secondaire dans les lycées d'excellence Jeunes Filles Mamie-Fétet de Bingerville et Sainte-Marie de Cocody. Ce, dans le cadre du projet Visite Orientation Opportunités d'emploi, principalement des jeunes filles des classes de terminale, pour s'orienter vers le génie civil. Pour cette visite, elles sont l'hôte du chef des opérations de réalisation de l'ouvrage d'art. Avant, le terrain, place au briefing. Nous avons une vision, celle de voir des jeunes que vous êtes aujourd'hui devenir les ingénieurs de demain. Et ces ingénieurs de demain, c'est des ingénieurs qui, ma foi, sont des ingénieurs bâtisseurs. Et je voudrais donc, au-delà de cette visite, qu'on puisse avoir des personnes qui vont embrasser la carrière de génie civil dans tous ses compartiments. Peu après, les futurs cadres du pays sont sur le chantier. Là encore, le coordonnateur du PTUA situe les enjeux du projet. C'est des ouvrages innovants et donc il fallait donner l'opportunité aux cadres de demain déjà d'apprécier les conditions dans lesquelles ces infrastructures ont été réalisées et voir comment elles ont été réalisées pour en expliquer le contenu demain, mais aussi pouvoir susciter des vocations qui puissent permettre à ces jeunes-là de devenir les cadres et les ingénieurs de demain. Les bénéficiaires, eux, jubilent. Cette descente sur le terrain leur permet de disposer de notions pratiques sur le génie civil dont elles n'avaient jusque-là que des préjugés. Nous sommes vraiment édifiés, satisfaites et honorés surtout de pouvoir visiter ce joyau architectural qui est le 4e pont qui se trouve ici à Yopougon. Nous sommes vraiment heureuses, vraiment nous les jeunes filles qui sont vraiment toujours en train de comparer, toujours en train d'être comparées à des métiers de femmes. Nous sommes vraiment heureuses de pouvoir participer à une découverte aussi qui est le génie civil, qui est vraiment démystifié pour nous aujourd'hui. Je suis impressionnée parce que je vois que le métier n'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi les femmes qui peuvent intégrer ce métier. Et puis, j'ai vu plusieurs infrastructures qui ont été faites par l'État. Je suis vraiment époustouflée par ça. Notons que ce programme se poursuit jusqu'au vendredi prochain, avec pour objectif de susciter chez les élèves en fin de second cycle un intérêt pour le BTP et leur présenter les différents emplois dans ce domaine pour aiguiser des vocations. Le Tchad qui enterre aujourd'hui Idriss Déby Itno, son président depuis 30 ans, tué lundi au front face à des rebelles venus de Libye. Une douzaine de chefs d'État ont fait le déplacement, parmi eux le Français Emmanuel Macron. Nadja Ejar. Maréchal du Tchad, désormais vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure.
La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. C'est sur ces mots, pleins d'émotion, que Hinda Déby adresse son dernier message public au maréchal Idriss Déby Itno, son époux et chef de l'État du Tchad depuis 30 ans. L'homme âgé de 68 ans est tombé au front alors qu'il soutenait ses militaires dans une bataille contre des rebelles. Une grosse perte pour le continent où il s'est imposé comme l'un des acteurs de la lutte contre le terrorisme. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Au cours de ses obsèques tenues ce vendredi à N'Djamena, une douzaine de chefs d'État dont le président français était présent. Celui-ci s'est engagé à œuvrer à la stabilité du Tchad. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Idriss Déby Itno a été inhumé dans le petit village d'Amjaras, dans l'extrême nord-est, aux côtés de son père. Depuis son départ, le pouvoir tchadien est détenu par son fils Mahama Idriss Déby, âgé de 37 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.